Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo idée cadeau pour Noël, puisque ça va venir vite, hein, on est à J-, je sais pas, 18, quelque chose comme ça. Et vous avez peut-être envie d'offrir des livres à votre famille, vos amis, votre entourage, mais sans savoir exactement quoi offrir, en n'étant pas trop sûr de vous. Donc dans cette vidéo, je vous propose, je crois c'est 46 idées cadeaux. L'idée c'est que je passe assez rapidement sur chaque titre, je vais pas, comme dans certaines autres vidéos que j'ai pu faire, m'étaler, prendre bien le temps de présenter pendant quelques minutes. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et l'idée c'est d'éveiller votre curiosité sur ces titres et que vous puissiez, vous, aller chercher un complément d'information s'il vous intéresse. Donc, comme je travaille en librairie, il y a des demandes qui reviennent assez régulièrement et ça m'a aidé pour créer ces catégories. Donc la première, c'est un cadeau pour quelqu'un qui aime l'histoire. Alors l'histoire, ça peut être quand même assez vaste, assez large, ça couvre plein de périodes, plein de pays, plein de sujets. Donc j'ai sélectionné 3 titres que j'ai adorés. Le premier, c'est de Joseph Boyden, ça s'appelle Dans le grand cercle du monde. On est au XVIIe siècle au Canada, où les Français et les Anglais se bagarrent pour les terres sur lesquelles vivent les Native Americans, et on va suivre 3 personnages. Le premier est un chef huron, le deuxième une jeune femme iroquoise, et le troisième un jésuite qui est là pour évangéliser les sauvages, porter la bonne parole, etc. Donc dans sa tête, il est complètement dans le juste, hein. Et on va suivre leur cohabitation, puisqu'à un moment, ils vont se rencontrer et être obligés de passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois ensemble, je ne sais plus. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir que donc autant les deux personnages autochtones arrivent quand même si leurs tribus sont en guerre, arrivent plus ou moins à se comprendre sur pas mal d'aspects. Autant entre le jésuite et eux, il y a quand même pas grand chose en commun. Leur cosmogonie est différente, leurs mœurs sont différentes, leur façon de penser, enfin voilà. Donc c'est une plongée assez fascinante dans cette époque et dans ce choc des cultures. Le deuxième ouvrage s'appelle Le tumulte et l'oubli. Je suis plongée dedans en ce moment, je l'ai pas terminé, mais c'est vraiment un régal. Et ça m'apprend plein de choses. Ça se passe dans la moitié du XXe siècle. Donc le début du roman, c'est juste avant et pendant l'ascension du nazisme et donc la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui nous intéresse surtout, ça va être l'après-Seconde Guerre mondiale. Ça se passe en République tchèque, dans les Sudètes, qui est un endroit où vivaient des Allemands, donc sous gouvernement tchèque, mais qui souhaitaient en fait, au moment où Hitler se présente au pouvoir, qui voient en Hitler leur homme providentiel, puisqu'ils ne veulent plus être sous gouvernement tchèque, ils veulent retourner sous gouvernement allemand. Et donc en fait le roman va se pencher sur l'après-Seconde Guerre mondiale, quand ces Allemands vont subir un peu une loi du talion, donc après avoir agi en oppresseurs, en vainqueurs, en étant persuadés d'être des êtres supérieurs, ils vont se prendre un gros coup de pied aux fesses et être expulsés du pays, puisque le nazisme est défait, Hitler est vaincu, et on n'en veut plus en fait de cette population-là, et puis surtout on veut leur faire payer. On va suivre donc une histoire d'amour très contrariée entre une jeune femme allemande dont la famille a majoritairement embrassé les idées d'Hitler et un jeune homme tchèque qui du coup se retrouve dans le camp opposé. Donc je l'ai pas fini, j'en sais pas trop, mais vraiment pour l'instant je trouve que la plume est délicieuse, c'est hyper intéressant sur le contexte historique, et puis ça déplace un petit peu le point de vue, parce que moi j'avais lu pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale côté occidental de l'Europe, et pas tant que ça côté Europe de l'Est. Donc voilà, ça me passionne pour l'instant, et je pense que ça va me passionner de bout en bout. Et le petit dernier, c'est Chronique des terres sans loi de... Attendez, est-ce que j'ai leur nom? Boyd et Beth Morrison, qui sont frères et sœurs. Ça se passe au XIVe siècle en Angleterre, et c'est un roman donc à la fois historique, puisqu'il y a tout un contexte, on est plongé dans cette époque où la peste a fait rage, où l'organisation sociale, etc., diffère d'aujourd'hui, donc il y a un côté plongé dans cette période en immersion, c'est assez passionnant. Et aussi c'est vraiment un grand roman d'aventure où on va retrouver
on va avoir énormément de péripéties, on va avoir des histoires de complots, de reliques volées, de chasse à l'homme, d'un cardinal véreux qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, d'un chevalier qui a vu sa famille déshonorée de façon totalement injuste et qui cherche à leur rendre ses lettres de noblesse. Enfin, bref, il se passe 50 000 trucs, ça va à 200 à l'heure, on voit pas le temps passer et voilà, c'est génial. C'est une grande aventure. Une deuxième catégorie qui revient très très souvent dans les demandes, c'est un bon polar, un bon thriller. Là, j'en ai 4. Le premier, d'ailleurs je les ai là, je vais pouvoir vous montrer. Le premier, c'est celui-ci, Le Dieu des Bois de Liz Moore, je l'ai dévoré. C'est une histoire qui se passe dans un camp de vacances pour enfants de familles très aisées, très riches. Une famille possède donc un grand terrain au bord d'un lac, près de la montagne, et a décidé tous les étés d'organiser un camp de vacances pour donc les enfants et adolescents de leur famille. Donc il y a tout le gratin, c'est que des familles richissimes. Et donc pendant que les enfants et les ados apprennent la survie dans la forêt, font des jeux en pleine nature, les adultes se bourrent la gueule dans un petit chalet en hauteur, font des grosses fiestas, et voilà, donc ces deux groupes cohabitent côte à côte. Et la fille adolescente de la famille, à 13 ans, elle veut participer à ce camp pour la première fois et sa mère est hyper soulagée parce qu'elle n'arrive plus du tout à la gérer, cette gamine. Elles n'arrivent pas à s'entendre, enfin bref, c'est un peu un enfer à la maison. Donc elle est super contente d'en être débarrassée pendant tout l'été. Sauf qu'au bout de quelques jours, la gamine disparaît et ça va faire écho à une ancienne disparition des années plus tôt. Donc son frère, qui avait 9 ans, a disparu dans les bois lors d'une balade avec son grand-père. Voilà. Et donc c'est le début d'une enquête où évidemment il y a pas mal de personnes qui ne voudront pas révéler ce qu'elles savent. Il va s'avérer que c'est un véritable sac de nœuds et voilà. Cette enquête est absolument passionnante, j'ai adoré. Ensuite, ça aussi, ça a été un de mes énormes chouchous. Donc J'ai quelques questions à vous poser de Rebecca Mackay. C'est un thriller hyper intelligent, hyper pertinent qui va aborder la question de l'erreur judiciaire, des biais que qui peuvent, faire basculer une enquête, enfin bâcler une enquête en fait, donc des biais racistes, des biais sexistes, voilà tout ce qui dans la société est encore très très présent et qui peut justement aboutir à condamner quelqu'un par erreur, à laisser de côté des indices, à ne pas interroger correctement certains témoins parce qu'on a une idée préconçue de ce qui s'est passé, alors qu'en fait les choses sont plus complexes que ça. Donc ça, vraiment, récit hyper intelligent, j'ai été complètement happée, je trouve que c'était vraiment un très très grand cru, je vous le conseille absolument. Ensuite, bon, il n'y a que des gros chouchous, hein, vous vous en doutez. If We Were Villains de ML Rio, c'est une enquête c'est un thriller qui se déroule dans une école d'art américaine où on suit un groupe d'étudiants qui sont en dernière année et eux, ils étudient le théâtre, ils veulent devenir comédiens, comédiennes. C'est une classe assez restreinte, je crois qu'ils sont 6-7 et donc ils ont fait toute cette scolarité ensemble, ils sont très proches, ils croient se connaître par cœur les uns les autres et puis comme on est dans un monde de théâtre, ils jouent un petit peu tous, tout le temps, les mêmes archétypes. Donc on va avoir celui qui joue tout le temps le jeune premier, celle qui joue tout le temps la femme fatale, voilà, vous voyez le principe. Et en fait, cette dernière année, ils ont envie de bousculer un peu, de sortir de leur zone de confort et d'essayer de jouer autre chose que leur archétype. Il va se passer un gros accident, quelque chose qui va vraiment les chambouler au début de l'année et plus rien ne sera jamais comme avant. On va suivre au début de cette histoire donc l'un de ces jeunes hommes qui a grandi, qui a passé je crois 10 ans en prison et qui en sort enfin et un enquêteur vient lui reposer des questions sur cette affaire parce qu'il y a des choses qui sont pas très claires. C'est fascinant, ça m'a rappelé dans l'ambiance à la fois ce roman Le Maître des Illusions de Donna Tartt ou encore Le Cercle des Poètes Disparus, ce sublime film avec Robin Williams. Dans l'ambiance, voilà, pour moi, il y a des liens avec ça. Si vous aimez Shakespeare, vous allez en plus encore plus vous régaler. Enfin, voilà, c'était merveilleux. Et un petit dernier que je n'ai pas ici, en fait c'est une série de livres, je n'ai lu que le premier mais j'ai trouvé le concept super sympa. Ça s'appelle 6 versions de, je l'ai noté, Matt Wesolowski. Et on suit un programmateur de podcast qui a une super idée pour sa nouvelle émission.
il va déterrer des cold cases et il va retrouver 6 témoins de cette époque, donc soit qui ont assisté aux événements ou qui étaient des proches de la victime. Il va les réinterroger et essayer, à l'aide de ses auditeurs, de finalement trouver le coupable, clore cette enquête. Donc la première, il s'agit de la disparition d'un adolescent pendant, je crois que ça devait être un centre de loisirs ou quelque chose comme ça, dans les montagnes. Un adolescent qui n'est pas revenu et donc voilà, il va réinterroger ses anciens camarades ou des gens qui à l'époque ont été mêlés à l'affaire. Et comme ça, il doit y avoir 4 ou 5 titres, c'est pas une série terminée je pense. Chaque titre est indépendant, donc vous pouvez commencer par celui que vous voulez. Et moi ça m'a rappelé une émission que j'adore qui est Affaires sensibles. Donc voilà, si vous aimez bien Affaires sensibles, vous allez aimer cette série de livres. On passe à une autre catégorie qui est la fantasy. Donc si on vous demande, ou si vous cherchez un bon roman de fantasy à offrir, j'en ai plusieurs. Mon énorme chouchou de cette année, ma lecture la plus récente que vraiment j'ai dévoré, j'avais qu'une hâte en rentrant du travail, c'était de le continuer, c'est ce très gros bébé, qui en plus est très beau. Donc c'est le premier tome de La Voix éternelle, il s'appelle La disciple du corbeau, et c'est de Antonia Hudson. Alors ça, bah vraiment, j'ai adoré, je l'ai trouvé excellent, j'ai que du bien à en dire, donc ça va aller très très vite. Les personnages sont tous intéressants, les enjeux entre les personnages sont tous passionnants, il y a des retournements de situation qui font que justement ces enjeux vont changer la façon dont on envisageait les différentes implications des uns et des autres dans telle ou telle affaire va changer aussi. Le folklore est chouette, le système de croyance, de divinité... Enfin bref, tout est bien, vraiment tout est bien. Il y a une histoire d'amour qui est très belle, qui n'est pas du tout, comment dire, qui prend son temps, qui est très progressive, et le lien entre les personnages est très très beau. Il y a des amitiés qui vont être mises à rude épreuve, il y a des rivaux qui vont finalement se révéler être de potentiels alliés, une fois qu'on change d'avis sur eux, qu'on sort des préjugés, qu'on en avance un peu plus dans cette histoire, dans cette enquête. Il y a des luttes de pouvoir, des épreuves à passer, enfin voilà. Vraiment, j'ai passé un excellent moment, allez-y, les yeux fermés, c'est génial. Deuxième, moins récent, je sais plus quand est-ce qu'il a été édité celui-ci, mais il a beau avoir plusieurs années, moi je le conseille tout le temps à la librairie. Lune en brume de Hope Merlis, je crois que ça se prononce comme ça. C'est une histoire qui se passe à la frontière entre le royaume des humains et celui de la féerie, qui autrefois étaient un peu entremêlés, donc humains et créatures féeriques se croisaient régulièrement, habitaient les mêmes cités, et donc la magie et la routine, on va dire, étaient étroitement mêlées. Il s'est passé un truc et les deux royaumes ont été complètement séparés. Au royaume des humains, on n'a plus aucun contact avec la féerie, on n'a même pas le droit d'en parler, on n'y va surtout pas. Et en fait, la vie est devenue un peu plan-plan, parce que évidemment, la féerie, c'est la magie, c'est l'imagination, c'est un petit grain de folie, c'est la fantaisie. Et donc, chez les humains, on est tombé dans une espèce de routine monotone où il ne se passe rien d'extraordinaire. Et pourtant, un jour, tout va être chamboulé. Le magistrat qui règne sur... qui régente la ville dont il est question, va devoir se secouer un peu les puces et se sortir de son fauteuil, puisque il y a une épidémie de comportements complètement irrationnels en ville, et il semblerait que ça ait un lien avec la féerie. Voilà, c'est extraordinaire. En plus, dans cette édition, donc chez Calidor, que vous commencez à connaître si vous me suivez un peu, on est toujours sur voilà, une fabrication de grande qualité et des illustrations très chouettes à l'intérieur des livres. Donc ça, c'est le petit plus vraiment qui peut être très plaisant pour un cadeau. Je vous en retrouve une. Voilà, ça c'est toujours de très belles éditions. Ensuite, je ne les ai pas... Alors celui-ci, je l'ai prêté, je vous mets la couverture là. C'est La Cité de Laiton, premier tome de la trilogie de S.A. Chakraborty, qui nous emmène dans un univers qui nous rappelle... Alors, le premier tome, on commence en Égypte, au Caire, et ensuite, les personnages vont devoir fuir la ville, et on va se retrouver dans des royaumes qui rappellent un peu plus l'Inde.
On va suivre une jeune femme qui au début est une petite arnaqueuse, qui prétend pouvoir faire des exorcismes, et cetera pour gagner sa vie alors qu'en réalité c'est du pipeau et son but c'est juste de gagner un peu d'argent pour, pouvoir faire des études de médecine et un jour, elle va être, bah, comme d'habitude en fait sa routine, habiter n'importe quoi, invitée à, pratiquer un exorcisme pour, lors d'un mariage, enfin bref je me souviens plus et donc elle fait, comme d'habitude, elle chante, elle joue de la musique, machin, elle fait son petit cinéma. Sauf que, cette fois, elle réveille, effectivement une entité qui a l'air d'en avoir après elle. Et ça va être le début de tout plein de révélations pour cette jeune femme qui va, se rendre compte qu'elle a peut-être effectivement des capacités magiques et que, elle fait peut-être partie d'une famille très ancienne, voire quasiment décimée. On va croiser des esprits, on va croiser des djinns, on va être dans une guerre d'influence entre différents peuples, différentes créatures, dans un royaume assez chaotique, voilà, en proie à des complots. C'est super bien fait. Il y a un triangle amoureux que j'ai beaucoup aimé suivre. Voilà, c'était vraiment top. Il me tarde de lire les 2 autres tomes, mais j'ai vraiment pas le temps en fait de suivre des longues séries en librairie. Ça c'est le petit hic, mais je sais que je la terminerai un jour ou l'autre. En tout cas, le premier tome était génial. Et enfin, le petit dernier, c'est dommage que je l'ai pas avec moi pour vous montrer les illustrations parce qu'elles sont mais vraiment à tomber par terre. C'est une bande dessinée, ça s'appelle Hélène de Windorn et c'est de, je les ai notés, donc ils sont 3, Blickis Evely, Tom King et Mateus Lopez. Excellente découverte, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve orpheline, donc suite à la mort de son père qui était un auteur de pulp, de romans fantasy à succès. Et elle, bah, se retrouve un peu livrée à elle-même, un petit peu portée sur la bouteille, elle sait pas trop quoi faire de sa vie, elle fait un peu n'importe quoi. Et elle va être ramenée par une gouvernante dans le grand manoir qu'habite son grand-père, puisque il a visiblement décidé de la prendre en charge, de prendre en charge son éducation, de la remettre dans le droit chemin. Sauf que bah, elle a un tempérament assez rebelle, puis en plus ce grand-père est un peu bizarre, il est pas très chaleureux, enfin voilà. Et donc dans ce manoir, bah, elle passe son temps à picoler et à faire les pires espiègleries pour faire tourner en bourrique sa gouvernante. Et un soir, le manoir va être attaqué par une créature sortie d'on ne sait où, abominable, un truc tout de crocs et de griffes. Et au dernier moment va arriver le grand-père avec une énorme épée qui va décimer cette créature. Et alors là, bah, évidemment, Hélène a beaucoup de questions et va se rendre compte que dans sa famille, on a un lien avec d'autres mondes féeriques, dangereux, fantastiques, et elle va à tout prix vouloir suivre son grand-père dans cette aventure. J'essaierai de vous trouver des images, si j'y arrive, je les mets là, pour que vraiment vous vous rendiez compte de la beauté de ces illustrations, de ces couleurs, c'est merveilleux. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, toujours dans la littérature de l'imaginaire, en science-fiction slash dystopie slash utopie, si on vous demande une super lecture, j'en ai 3 à vous proposer. Le premier, je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini, mais vraiment quel régal, c'est incroyable, c'est superbement écrit, il y a vraiment des passages qui sont d'une lucidité, d'une justesse sur bah, juste notre contexte à nous et ce que ça peut donner si on suit encore cette voie, notamment dans le côté mépris de la vérité scientifique au profit de l'émotionnel et de notre propre vérité subjective à tous. Enfin, il y a vraiment... c'est hyper foisonnant, c'est un très gros bébé, hein, comme vous pouvez le voir. Je crois qu'il y a presque 600 pages. Et on va suivre plusieurs personnages qui vont être victimes soit d'une terrible injustice qui va leur donner des envies de vengeance, ou en tout cas qui va réveiller leur esprit critique, leur envie de ne pas se laisser faire, de s'intéresser un petit peu au contexte politique, économique qui les entoure, alors que jusque-là, ils n'étaient pas très intéressés, ou alors qui vont être soit moteur, soit victime de quelque chose qui va vraiment changer leur vie. Et donc on va suivre ces destins cabossés dans ce futur pas toujours enviable, mais où il y a quand même néanmoins une humanité, une certaine solidarité qui persiste. On va aborder plein de thèmes comme le pouvoir de la foi, les classes sociales, le mensonge, les gouvernements les gouvernements autoritaires.
en fait, c'est dur à résumer parce que déjà je l'ai pas fini et en plus parce qu'il y a vraiment énormément de trucs, mais ça, franchement, je pense que j'aurais que du bien à en dire. Je n'ai déjà que du bien à en dire de ce que j'ai lu. C'est extraordinaire et la plume vraiment délicieuse. Ensuite, une BD de Mathieu Bablé. J'adore Mathieu Bablé de tout mon cœur, donc quand il sort une nouveauté, je la lis et je suis très très rarement déçue. Je crois qu'il y a juste une de ses BD que j'avais moins aimée, mais c'était sa toute première, qui n'avait pas été éditée dans l'ordre chronologique, donc elle avait été éditée après Adrasté et Shangri-La, qui étaient des merveilles. Celle-là, j'avais moins aimé, d'ailleurs je sais même plus comment elle s'appelle, mais par contre sinon, le reste, Carbone et Silicium, Silent Jenny, c'est super. Ici, ce qui est très chouette, c'est que on est à la fois sur une dystopie et sur une utopie. Il y a vraiment les deux qui cohabitent. Donc si c'est pour quelqu'un qui est un peu réticent à la dystopie parce que pas envie de lire un truc trop plombant et tout, bah ça peut être une super alternative parce qu'il n'y a pas que un futur horrible, encrassé, pollué, détestable. On a aussi vraiment des histoires d'amitié profonde, d'entraide, de solidarité, etc., etc. On est donc dans le futur où la pollution a atteint un tel stade que beaucoup d'espèces animales ont disparu, et notamment les abeilles. Et effectivement, ça a bouleversé énormément de choses, puisque sans insectes pollinisateurs, on imagine bien que c'est la merde. Et donc on va suivre une femme qui recherche les toutes dernières traces d'ADN, d'abeilles, s'il y en a quelque part, pour espérer recloner l'espèce. Et pour ça, elle utilise une technologie qui permet de la faire rapetisser à un état vraiment minuscule pour explorer des zones encore inconnues de l'humanité. Et à côté de ça, on va suivre les habitants de sa monade, donc qui est une ville autonome, pas très légale, qui a un peu pris son indépendance des grosses cités et qui est en itinérance, et dans lequel, donc en fait, il y a plusieurs monades, et dans chaque monade, on expérimente une façon de vivre ensemble, une autre politique. Donc voilà, c'est magnifique, comme toujours avec Mathieu Bablé. J'essaie de vous montrer des illustrations. Il a un style qui est hyper reconnaissable. Vous voyez, ça se présente un petit peu comme ça. Hop. Il a un style que moi j'aime beaucoup, c'est des visages très particuliers, tout en angle, avec vraiment un souci du détail. Voilà. Il y a des planches qui sont vraiment très belles, je trouve. Moi je suis ultra fan de son travail, donc Silent Jenny, vraiment, je vous le conseille à 100%. Et le petit dernier que j'avais noté, c'est Une machine comme moi de Ian McEwan, qui est vraiment hyper intéressant sur le sujet de l'intelligence artificielle et de la moralité des robots. Donc on est dans le futur, on peut acquérir un robot domestique pour faire l'objet de soit être escort boy, escort girl, soit faire ses tâches ménagères, ou juste voilà, nous tenir compagnie à la maison. On peut le programmer comme on veut, donc on peut carrément décider du caractère qu'aura ce robot de compagnie. Et donc on va suivre la cohabitation un petit peu difficile et puis de plus en plus chaotique entre un homme et son robot de compagnie, puisque le robot va avoir des vues sur sa voisine dont il est aussi amoureux, que ce robot va commencer à questionner le comportement de son acquéreur, à dire oui mais ça c'est pas hyper moral, oui mais ça c'est pas censé se passer comme ça, oui mais tu dis ça mais en réalité tu agis comme ça, et en fait, c'est vraiment hyper bien foutu sur toutes ces questions qui vont être de plus en plus importantes dans le futur de juste la moralité et l'intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment des sujets qui, moi, me semblent absolument passionnants et qui sont très bien traités dans ce roman. On passe à la catégorie fantastique / horreur. Je les ai groupés ensemble et je vous en présente 3. Il y en a un, me semble-t-il, j'avais dû en parler déjà dans une vidéo, mais il y a 1 an. Je vous redis 2-3 mots dessus. Voilà, gros coup de cœur, c'est Quand on parle du diable de Joseph Denise. On est carrément dans un récit où la tension va aller croissante, où on est dans un crescendo de suspense et d'horreur, super bien rythmé, super bien mené. Donc au départ, on suit juste un jeune homme à Paris,
pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas sur le front parce qu'il s'est fait dispenser. Et il va hériter de son oncle, qui était une sorte de père pour lui, une sorte d'artiste très fantasque, qui côtoyait tout le gratin artistique parisien de l'époque. Il hérite d'une mallette dans laquelle il y a tout un tas de papiers, de carnets un peu bizarres, il comprend rien, et il va se rendre compte que cet oncle est lié à pas mal d'affaires assez occultes, assez étranges, en lien avec un tableau maudit. Et ensuite, au fur et à mesure de son enquête, on va vraiment basculer dans un univers ésotérique, horrifique, complètement halluciné, avec des mages, des diables, des démons. Vraiment, moi c'est carrément ma came, j'ai adoré. Je le trouve hyper efficace, voilà, c'est trop bien. Ensuite, je les ai mis où? Je les ai mis où? Je les ai mis là. Ensuite, dans le genre récit Lovecraftien. Alors il y a pas mal de gens qui essaient de faire des récits Lovecraftiens, c'est pas toujours réussi. Celui-ci est très réussi, donc ça a été une excellente surprise. La mer se rêve en ciel de John Horner Jacobs aux éditions Styx. On va suivre deux personnages, un vieux poète qui est surnommé l'œil et une professeure de langue, je crois. Tous les deux viennent du Magera. Alors c'est un pays qui n'existe pas, mais que l'auteur situe, je crois qu'il est proche de l'Argentine ou proche du Chili, je ne sais plus. Le Magera est une dictature et l'œil a quitté le pays, a dû fuir, tout comme cette femme, et énormément de Magériens, puisque quand on est un ennemi du régime là-bas, c'est la prison, la torture et tutti quanti. Ils vont se rencontrer, ils vont se reconnaître tout de suite, parce qu'entre Magériens, il y a un truc dans le regard, dans l'attitude, on se sait. Et ils vont développer une amitié voilà, assez profonde, sauf que après quelques semaines, l'œil annonce à Isabelle qu'il va devoir repartir au Magera d'urgence, et elle est hyper inquiète, parce que il va se faire attraper, c'est un ennemi politique, ça peut pas bien se passer pour lui, et elle a vraiment très peur qu'il meure. Et donc l'œil, avant de partir, lui a confié la clé de son appartement et l'a autorisé un peu à fouiller dans tous ses papiers, dans tout ce qu'elle veut. Et là, elle va vraiment découvrir le témoignage de cet homme qui a donc déjà fait de la prison, et à qui il est arrivé des tas de choses qui l'ont rendu, qui l'ont changé pour toujours, et qui l'ont amené au bord de la folie. C'est hyper réussi dans le suspense, dans la tension, dans l'horreur psychologique qui monte. On n'a pas toutes les réponses, et c'est tant mieux. Notre cerveau est obligé de combler les trous, et moi c'est typiquement un genre de récit que j'adore. Et enfin, petit dernier, Obéissante et assassine de Sarah Bernstein. Si vous vous souvenez, je vous en avais lu le résumé dans la vidéo précédente de Les libraires n'ont pas le temps de tout lire. Donc c'est fait, je l'ai lu. Et c'est un roman pour le moins étonnant, où on va suivre le long monologue d'un personnage, donc une femme, la dernière de sa fratrie, qui n'a toujours vécu que pour servir les autres. Elle a vécu dans une famille assez nombreuse, et c'était son seul et unique but était de faire plaisir, de combler les besoins et désirs de tout le monde autour d'elle. Elle est appelée par son grand frère, qui s'est fait larguer par sa femme et ses filles, et ce grand frère, clairement, a besoin d'une boniche, hein. C'est pas dit comme ça, mais voilà. Et donc elle va s'y rendre dans un pays du Nord, on sait pas trop lequel, loin de chez elle, où elle ne connaît personne. Et elle va s'installer donc chez ce frère, et puis faire la popote, lui donner son bain, lui préparer ses vêtements, etc. etc. Leur relation est un peu bizarre, hein. Et rapidement, en fait, ce frère va s'éclipser pour raison d'affaires, il a du boulot, et donc il va laisser ce personnage seul dans le grand manoir, et pour une fois, libre de son temps, voilà, avec à faire de ses journées juste tout ce qu'elle veut, sauf que ça n'est jamais arrivé. Et dans ce village, il va commencer à se produire des événements surnaturels, et assez rapidement, les habitants vont accuser cette femme. Alors, est-ce qu'elle a un lien avec ces événements ou pas? C'est difficile à dire, et c'est tout l'objet de ce livre où on va chercher à déceler dans les paroles de ce personnage le vrai du faux, parce qu'elle est assez floue, elle nous balade un peu, elle-même n'est pas trop sûre des choses, ou alors elle nous ment, ou alors on n'en sait rien en fait. C'est hyper mystérieux, et il y a un côté assez hypnotique. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'étrangeté de ce livre. C'est très efficace en fait dans le côté fantastique. Est-elle folle? Est-ce qu'elle nous dit la vérité? Est-ce que nous on a bien compris? Enfin voilà, très très bien.
Ensuite, nous passons à des histoires d'amour. Bah oui, parce que ça, c'est quand même des demandes qui reviennent assez régulièrement, les histoires d'amour. Donc il faut être prêt à ça. C'est parti pour 5 idées. Premier livre, ça s'appelle Objet céleste de Ruby Todd. C'est l'histoire d'une femme qui est en plein deuil. Ça fait 2 ans qu'elle a perdu son compagnon dans un accident de voiture dont elle se sent responsable. Et elle a du mal à passer à autre chose et à se pardonner. Elle travaille dans les pompes funèbres, donc elle gère avec gentillesse et bienveillance le deuil des autres sans arriver à faire le sien. Elle va rencontrer 2 personnages dans un contexte un peu particulier, puisque dans sa ville, il y a une comète qui commence à apparaître et qui va passer plusieurs mois à traverser très lentement le ciel de cette ville et à devenir de plus en plus énorme. Elle va rencontrer donc le découvreur de cette comète, qui est un scientifique assez sympathique mais aussi assez taciturne, qui a l'air un peu mal à l'aise, qui a l'air de cacher pas mal de secrets, et une sorte d'hurluberlu local qui vient de perdre sa mère et qui voit dans cette comète un signe divin et l'occasion de lui rendre les derniers hommages en grande pompe. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un très beau roman sur des personnages qui vont être en grands dilemmes moraux, qui vont vivre des petites tempêtes émotionnelles. Voilà, c'est vraiment très beau. Psychologiquement, c'est très chouette. L'évolution des personnages et puis bien entendu l'histoire d'amour aussi qui tient un rôle de plus en plus important dans ce livre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Les Confluents de Anne-Lise Avril. C'est un roman qui est un peu passé inaperçu quand il est sorti, j'ai l'impression, et pourtant je l'ai trouvé très très chouette. Il a quelques années, je sais plus quand il est sorti. On va suivre un... Alors c'est, je crois, une journaliste et un photographe, donc une journaliste spécialisée dans les belles initiatives qui redonnent un peu foi en l'humanité dans un contexte écologique et politique compliqué, et un photographe spécialiste, lui, des zones de guerre et de conflit, qui vont se rencontrer à plusieurs reprises entre 2 reportages, puisque ce sont des personnages qui ont la bougeotte, qui se fixent nulle part et qui passent leur temps à travailler. Ils vont se rencontrer une première fois, ils vont tout de suite sentir qu'il y a un truc électrique entre eux, ils ont tout de suite 1000 choses à se dire, enfin ils s'attirent énormément, mais le lendemain, elle doit prendre l'avion et lui le train, enfin bon, ils n'ont pas le temps. Et comme ça, à plusieurs reprises, ils vont se croiser, se plaire de plus en plus, sentir cet amour qui grandit et en même temps ne jamais pouvoir se poser tranquillement pour le vivre, puisque le monde n'attend pas, il se passe trop de choses. Et en fait, au fur et à mesure que leur amour et leur attirance grandit, on voit aussi l'état de la planète et du monde qui est de plus en plus bouleversé, de plus en plus chaotique. Donc voilà, ça c'est très très bien aussi. Ensuite, roman histoire d'amour très original, qui s'appelle Les oiseaux du temps. C'est écrit à 4 mains par Max Gladstone et Amal El-Motar. J'espère que je le prononce bien. Ça se passe dans le futur, mais vraiment un futur très très lointain. Là, on n'est plus dans une société même qui ressemble à ce qu'on connaît. On est voilà, carrément dans un autre stade d'évolution. Et ensuite, deux agentes qui travaillent pour des factions différentes, des factions ennemies. Je ne me souviens même plus de qui sont ces factions et ce qu'elles veulent. J'en sais rien, pour l'instant c'est pas très important. Donc il y a rouge et bleu, et qui vont à chaque fois essayer de contrecarrer les plans l'une de l'autre, puisque c'est leur mission, et qui vont aller de monde en monde, de planète en planète, enfin c'est un peu flou, pour justement accomplir cette mission. Et en fait, à chaque fois, elles vont se laisser des mots. Au début, c'est plus pour se titiller, pour faire un peu de provoque, voilà, pour dire, c'est plus de l'affrontement en fait au début. Et puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure de leur mission, elles vont continuer à s'écrire et leur relation va changer. Il va y avoir un petit peu plus de complicité. On sent qu'elles sont à chaque fois heureuses finalement d'avoir une lettre de l'autre, et ça va petit à petit se transformer en amitié, puis en amour, et voilà, prendre des proportions de plus en plus énormes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution de ces sentiments, de la profondeur de ces sentiments et de l'emphase avec laquelle elles essaient de les exprimer.
parfois avec des tournures de phrases qui vont nous sembler un peu étranges, ou parfois en décrivant des choses que nous, on peut pas comprendre parce que c'est un futur trop lointain, en fait. Elle parle de choses qui nous sont absolument étrangères, et pourtant, ce qu'on comprend, c'est vraiment ces sentiments, cet amour qui ravage tout, et qui va vraiment les mener à reconsidérer leurs choix et à prendre des décisions assez drastiques. Bref, voilà, c'est hyper poétique, hyper beau. J'ai vraiment été très émue par cette histoire. Ensuite, Ce que nous confions au vent, c'est un roman que je conseille très très souvent en librairie et je n'ai que des bons retours dessus. C'est par Laura Imaï Messina et c'est un beau roman sur le pardon, la résilience et le fait de recommencer à vivre, retrouver l'amour quand on a perdu des êtres chers et qu'on est engoncé dans son deuil. Un petit peu le même thème qu'Objet Céleste, mais c'est pas, on est dans un autre contexte, mais les deux peuvent se retrouver là-dessus. On est au Japon, on va suivre un homme et une femme qui ont perdu des êtres proches dans un tsunami et qui vont se rencontrer dans un jardin un peu spécial où il y a une cabine téléphonique qu'on appelle je crois que c'est la cabine du vent, qui n'est reliée à rien, qui n'est pas branchée, mais on dit que lorsqu'on décroche le combiné, on peut parler à ces fantômes, à ces disparus. Et cet homme et cette femme vont se rencontrer une première fois, donc devant cette cabine, vont commencer à discuter, à nouer des liens, et puis comme c'est assez loin de chez eux, ils vont vouloir y retourner à plusieurs reprises, et donc faire le trajet ensemble, parce que comme ça on se sent moins seul, le temps passe plus vite, et va naître entre eux d'abord une amitié qui va vraiment leur faire du bien à tous les deux, qui va leur permettre de enfin ressentir un petit peu de chaleur humaine, un peu de réconfort, et puis petit à petit, évidemment, leurs sentiments vont évoluer. C'est très doux, c'est très délicat, c'est pudique, vraiment magnifique. Et mon petit dernier s'appelle La Fabrique des souvenirs de Clélia Renucci. C'est une histoire d'amour un peu particulière parce qu'elle est à sens unique et qu'elle se vit par procuration. On est dans, je sais pas, 5-10 ans, dans pas très longtemps. Les souvenirs peuvent être enregistrés sur des clés USB, on peut les partager, on peut les vendre. Et on va suivre un homme qui bosse pour une radio culturelle, qui fait un reportage sur les mises en scène de Phèdre à travers le temps. Et au début du livre, il fait l'acquisition d'un souvenir, une grande mise en scène de Phèdre d'il y a 100 ans, avec des acteurs extraordinaires. Voilà. Il le visionne, et ce qui va le bouleverser dans ce visionnage, c'est pas ce qui se passe sur scène, c'est la spectatrice qui est devant lui, une femme dont il va tomber instantanément, éperdument amoureux. Sauf que, en fait, ce qu'il visionne, c'est un souvenir. Et il est tombé follement amoureux d'une femme qui n'existe pas et qui était vivante il y a 100 ans. Il va malgré tout chercher à recueillir le plus d'informations possible sur elle, se lancer dans une quête complètement éperdue, sous le nez de ses amis, qui se rendent bien compte qu'à un moment, il va falloir le réveiller. Voilà, pour des histoires d'amour moi personnellement j'ai vraiment adoré tous ces livres, et c'était assez dur à un moment, quand on me demandait des histoires d'amour, je galérais un peu, donc là j'ai fait le plein, j'espère qu'ils vous intéresseront. On passe à une autre requête, qui est un roman drôle ou un roman qui fait du bien. Ah, alors, drôle, ça c'est assez subjectif, hein. Évidemment on n'a pas tous le même sens de l'humour, donc ce que je vais vous dire c'est moi ce qui me fait marrer, voilà. Ça peut être, par exemple, le premier que je vais vous présenter sont les romans d'Ante Tomic, donc je vous en ai déjà parlé, je crois que les 2 vidéos de rentrée précédentes oula, waouh, il y a le bug du cerveau là. Les 2 vidéos de rentrée littéraire précédentes, j'en avais parlé, puisqu'il avait sorti 2 livres. Moi, ça me fait marrer, parce que c'est vraiment des ambiances absurdes, avec des personnages qui sont clairement pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, dans des petits villages où ça passe son temps à balancer des rumeurs, où tout le monde s'intéresse à ce que fait son voisin, sa voisine, où ça jacasse dans tous les sens, où il y a des histoires d'amour, d'amitié, ou de vengeance, ou de disputes assez compliquées qui prennent des proportions un peu débiles, mais où il y a aussi pas mal d'une ambiance assez festive, pas mal de musique, de fête, de célébration. Et en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est l'attitude des personnages, parce que, comme je vous disais, des fois, ils sont un peu neuneux, ou un peu extrêmes dans leurs réactions. Voilà, donc ça c'est vraiment, si vous voulez, si vous aimez ce type d'ambiance et si ça vous fait rire, ça peut vraiment être pour vous.
Ensuite, j'ai noté, toujours pour le côté humour, Les enfants sont calmes de Kevin Wilson, un roman que j'aime beaucoup, parce que, bah, non seulement il m'a fait rire, il est assez loufoque, il y a des scènes assez espiègles, très drôles, mais aussi je l'ai aimé parce que les personnages ne sont pas si caricaturaux que, ce qu'on peut penser au début de la lecture, et ça j'ai aimé. Que ce soit pas juste drôle et cliché, mais que ce soit drôle et un peu profond aussi. On va suivre une femme d'une quarantaine d'années, je crois, qui a un peu raté sa vie, hein, qui vit encore chez sa mère, qui a des boulots qui l'épanouissent pas du tout, elle manque d'argent, elle manque de plein de choses, et enfin clairement elle s'emmerde, et sa vie est assez morose, et elle va se retrouver à bosser pour l'une de ses très bonnes amies qui elle est hyper riche, qui vit dans un palace, qui est la fiancée d'un homme d'affaires, un homme politique qui brigue carrément la présidence des États-Unis, enfin bref, un gros bonnet. Elle va se retrouver à faire la nounou pour les deux jumeaux de cet homme en question, qui n'a pas du tout le temps de s'en occuper, et puis son amie, elle, ça l'intéresse pas trop de s'occuper des enfants. Et en fait, bah, ces deux marmots de 10 ans, ils sont très sympas, mais il y a juste un petit souci, c'est que quand ils sont contrariés, ils prennent feu, littéralement. Et donc notre nounou va essayer de faire en sorte de le moins possible contrarier ces gamins, tout en leur offrant quand même une présence adulte un peu responsable, tout en s'occupant de leur éducation au quotidien. Et en fait, c'est à la fois assez truculent parce qu'il y a des scènes vraiment où c'est n'importe quoi, enfin, des trucs qui partent dans tous les sens, et en même temps, la relation de cette nounou à ses enfants est hyper tendre, hyper belle, parce que en fait, c'est des gamins qui sont un peu livrés à eux-mêmes et personne n'a le temps ou veut s'en occuper à part elle. Euh, Ensuite, là, c'est plus le côté... Ah non, il y a un autre roman qui est assez drôle. C'est J'ai hâte d'être à demain de Sandrine... Comment s'appelle-t-elle? Sandrine Sen. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre qui n'est pas spécialement bien écrit ou quoi, enfin c'est vraiment pas son point fort. Par contre il est très drôle, il est très tendre, et on est vraiment dans une ambiance à la Bridget Jones. Donc ça c'est ce que j'ai aimé, il y a vraiment un côté cocooning pour moi dans ce type de récit, avec une femme qui se désespère d'être célibataire. La seule personne qui lui fait des compliments le matin, c'est le SDF devant la boulangerie, et même s'il est sympa, elle en a un peu marre. Et voilà, et qui va essayer quand même de connaître de beaux lendemains et de trouver l'âme sœur. Et voilà, c'est des chapitres hyper courts, ça se lit très vite et c'est très rigolo. Et enfin, dans la même catégorie, j'avais mis les livres qui font du bien. J'en ai sélectionné deux. Il y en a un qui s'appelle L'été de la sorcière de Nashiki Kao, qui est une belle histoire d'entraide, de solidarité et d'amour entre une fille de 13 ans, collégienne, qui ne veut pas retourner au collège. Apparemment, il s'est passé un truc, et elle veut pas en parler à sa mère, mais elle ne veut pas retourner à l'école, et en fait, sa mère ne va pas l'y obliger. Donc entre cette collégienne et sa grand-mère qui vit dans un village de montagne, un petit peu en autarcie, avec ses poules, ses plantes, ses fleurs, très très peu de voisinage, pas de visite. Et donc pour apaiser sa fille, la mère lui dit écoute, va passer quelques mois chez ta grand-mère, voilà, repose-toi, et tu reviendras quand ça ira mieux. Et donc c'est l'histoire de cette cohabitation entre cette adolescente et sa grand-mère, et tout ce qu'elle partage au quotidien, et tout ce qu'elle s'apporte mutuellement. Et voilà, c'est vraiment c'est très beau, c'est très paisible dans le côté voilà, la nature, les tisanes chaudes, les discussions dans le jardin, les senteurs des fleurs, etc. etc. Et en même temps, il y a un côté... il y a un côté assez beau aussi dans les tourments intérieurs que peuvent vivre les personnages, une certaine solitude, ou alors un certain désarroi face à, par exemple, l'autorité des adultes qu'on comprend pas forcément, ou le comportement des autres. Et en fait, elles vont s'aider toutes les deux à aller mieux, en fait, tout simplement. Et le petit dernier que j'ai noté, c'est L'Enfant Céleste de Maud Simoneau, qui est l'histoire une mère qui en a marre d'entendre de la part de l'enseignante de son fils que c'est un flemmard, qui ne veut rien faire, qui ne bosse pas, voilà, qu'il arrivera à rien dans la vie. C'est vrai que son fils est un petit peu tête en l'air, un peu rêveur, dans la lune, mais elle sait très bien que c'est pas un flemmard, c'est juste que
bah voilà, c'est un enfant un petit peu différent et que le système scolaire, en fait, tel qu'il est, ne lui convient pas. Elle décide de déscolariser son fils et de l'emmener pendant quelques mois sur une petite île au large du Danemark où a vécu Tycho Brahe, qui est un astronome, si je dis pas de bêtises, que le gamin... pour lequel le gamin se passionne, parce qu'il adore l'astronomie, les étoiles, etc. Et donc elle va vivre avec son fils quelques temps sur cette île où elle va, elle aussi, penser ses propres blessures, puisqu'elle sort d'une rupture difficile, et où ils vont tous les deux vivre plus lentement, plus doucement, à leur propre rythme, faire de belles rencontres, et voilà, c'est vraiment beau comme tout, et ça fait du bien. Des livres qui vont peut-être faire moins de bien, enfin, qui sont aussi très très chouettes, mais là, peut-être moins de douceur, plus de conflits, plus de situations problématiques. J'ai fait une catégorie à part pour les histoires, les drames familiaux, les familles un petit peu dysfonctionnelles, parce que je sais que c'est des demandes qui reviennent de temps en temps. Alors, il y a un premier roman qui s'appelle Au nom des miens de Nina Waha. Ça tombe bien parce que on approche de Noël et c'est un roman qui se passe pendant des fêtes de Noël. Mais vous n'avez pas envie de faire partie de cette famille et d'assister à ce réveillon. Vous êtes très content de lire ce livre dans votre canapé et de ne pas être un de ces personnages. On est, je sais plus si c'est en Suède, en Norvège, en Finlande, un pays nordique, et on va suivre un réveillon de famille où pour la première fois depuis très longtemps, toute une famille est réunie au grand complet. C'est une famille très nombreuse, ils ont 12 ou 13 enfants. La plus âgée, elle doit avoir, je sais pas, peut-être proche de la trentaine, et le petit dernier, c'est encore un bébé. Ils sont tous réunis dans une maison qui est beaucoup trop petite pour contenir tous ces gens. Et évidemment, dans cette famille, c'est des relations hyper compliquées. Il y a énormément de personnes qui sont en conflit les uns avec les autres. Il s'est passé il y a quelques années un drame, une grange a brûlé, enfin un truc dont tout le monde a un peu de mal à se remettre, et évidemment ça va être carrément explosif, mais ça va être aussi pour certains l'occasion de se réconcilier. Enfin voilà, on suit vraiment une famille en huis clos avec tout plein de trucs qui vont ressortir, des griefs comme des occasions peut-être de se pardonner, et c'est assez truculent. Ensuite, j'ai noté Autoportrait en chevreuil de Victor Pouchet, qui est un livre assez court, qui va laisser la parole à 3 narrateurs. Un premier qui est je crois qu'il est un jeune homme, je sais plus quel âge il a, qui est assez taciturne, assez renfermé sur lui-même, qui a l'air d'avoir vécu une enfance et une adolescence difficiles, mais il n'en parle pas trop, il est un peu dans le déni, il a pas envie de régler ses problèmes et de les regarder en face. Et donc voilà, un petit peu dans sa coquille. La deuxième voix, ça va être celle de sa petite amie qui, elle, est une personnalité hyper dynamique, hyper solaire, et qui a envie qu'il parle, quoi, qu'il affronte ses problèmes, et qu'il les règle, et qu'on en finisse avec ce silence comme ça, qui l'empêche de vivre au final. Et la troisième voix, je vous révèle pas qui est le troisième personnage, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une conclusion magnifique au regard de tout ce qu'on a appris sur la vie de ce jeune homme dans les pages précédentes. Et voilà, la psychologie des personnages, en fait, est assez, parfois assez torturée dans le cas de ce jeune homme, mais aussi, en fait, les personnages ont des raisons de faire ce qu'ils font, euh, qui sont, voilà, c'est contestable, c'est pas forcément très bien, mais il y a des vraies raisons. Et voilà, et on voit qu'effectivement, faire famille, vouloir protéger les siens, vouloir faire le bien, vouloir, enfin, je sais pas, vouloir faire ce qu'il faut, des fois ça prend des formes un peu bizarres, quoi. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite, un livre qui m'a énormément émue, c'est L'Empereur du Portugal de Selma Lagerlöf. C'est une autrice qui a reçu, je crois, le prix Nobel de littérature, et je me demande si c'est pas la première femme à l'avoir reçu. Peut-être j'ai dit une connerie. C'est l'histoire d'un amour complètement fou, complètement extrême et dévastateur d'un père pour sa fille. On suit un personnage, un paysan, qui, lorsque sa femme tombe enceinte au début, est vraiment pas content du tout. Il a pas envie d'avoir de gosses sur les bras, il a pas envie que ça vienne entacher son histoire d'amour avec sa femme. Mais lorsque le bébé arrive au monde et qu'il pose ses yeux sur sa fille, tout d'un coup,
voilà, il est complètement bouleversé, il en est complètement transformé et sa fille devient la prunelle de ses yeux, le plus bel être qu'il ait jamais vu au monde et la grande histoire d'amour de sa vie. Donc ils ont une relation ultra fusionnelle pendant l'enfance de sa petite. Et lorsqu'elle est adolescente, ils vont avoir des très gros problèmes d'argent. Et sa fille va dire, bah écoutez, moi je vais aller bosser à la ville, je vais ramener de l'argent et voilà, je vais participer. Sauf que cette fille ne revient pas. Et en fait, le père, sans nouvelles d'elle, va petit à petit sombrer dans la folie et se monter toute une histoire pour expliquer l'absence de sa fille et le fait qu'elle ne le contacte pas. Et en fait, il va vraiment, pour écraser son chagrin et pour ne pas devenir complètement cinglé, c'est malheureusement ce qui va arriver, voilà, il va se raconter des histoires. Et ce personnage, il est à vous briser le cœur, mais c'est vraiment une lecture magnifique. Et enfin, j'ai noté Les filles du chasseur d'ours de Annelie Jordal, qui est, alors pour le coup, on est vraiment encore dans la famille bien dysfonctionnelle. On va suivre, combien sont-elles ? 6 sœurs, je crois, 6 ou 7 sœurs, qui sont toutes les filles du chasseur d'ours, donc qui est un homme qui est reconnu comme une espèce de héros, de Goliath dans son village, le plus grand chasseur qui peut battre des ours à main nue, figure de virilité, nanana. Et en fait, ce personnage a toujours élevé ses filles dans le côté très survivaliste, quoi. Il faut savoir vivre dans les bois avec rien du tout, il faut savoir chasser sa nourriture, il faut pas avoir trop de liens avec la civilisation, la modernité, le progrès, tout ça c'est des conneries, il faut vraiment adopter un mode de vie assez rude, assez austère. Et au début de ce roman, ce père décède. Et ces filles, en fait, vont décider d'aller vivre dans une forêt primaire selon les préceptes de leur père. Sauf que autant certaines sont vraiment convaincues que c'est la seule voie, la seule vérité, autant d'autres, avec cette absence du père, vont commencer à penser d'une autre façon et peut-être à entrevoir une autre vie pour elles et à remettre en question ces préceptes qu'on leur a toujours inculqués. Et en fait, c'est assez fascinant de voir le parcours des unes et des autres, et cet esprit critique, soit qui ne se réveille pas, soit justement qui petit à petit émerge. Donc voilà pour cette catégorie des drames familiaux, familles dysfonctionnelles, etc. etc. Ce n'est pas encore la fin. Prochaine catégorie sont les histoires de vie. Alors par là j'entends soit des témoignages, soit de la fiction, mais qui vont parler vraiment d'histoires assez bouleversantes, assez profondes, ou alors de choses très concrètes, très réelles, quoi. Là, on n'est pas du tout dans la fantaisie ou quoi. C'est vraiment voilà, des choses que vont traverser, importantes que vont traverser des personnages et qui vont soit changer leur rapport au monde, les faire cogiter, expliquer un peu d'où ils viennent, pourquoi ils font ce qu'ils font, etc., etc. Le premier s'appelle Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy, et c'est l'histoire d'une famille qui va être bouleversée par l'annonce du père qui, au bout d'un certain temps, le fils de famille est déjà adolescent, je crois qu'il doit avoir peut-être, je sais pas, 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Donc au bout de longues années de mariage avec sa compagne, leur apprend que en fait il s'est toujours senti femme et que là il en a assez de faire semblant, il a envie de faire sa transition et jusqu'au bout. Donc il a envie d'aller jusqu'à l'opération et de enfin être qui il est, assumer sa vraie identité. Et donc on va suivre le parcours de cette famille, donc la femme, le fils et le père, dans cette transition. Et en fait ce qui est très beau, c'est que on n'est jamais, rien n'est jamais tout noir tout blanc, rien n'est jamais ni facile ni trop compliqué. C'est juste qu'en fait, il faut faire des concessions, il faut s'écouter, il faut se comprendre, il faut avoir de l'empathie, il faut réajuster des choses qui peut-être ont été mises en place et n'ont pas bougé pendant des années, mais à un moment, en fait, l'homme n'est pas immuable, on a tous le droit à redessiner notre parcours et se redéfinir. Et donc, voilà, il y a des changements qui sont nécessaires si on veut continuer juste à vivre ensemble dans une certaine harmonie. Et en fait, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très touchant le parcours
psychologique de chaque personnage qui parfois sont dans le déni, parfois sont dans l'acceptation, parfois sont en colère, parfois sont tristes, mais par amour les uns pour les autres vont faire tous les efforts qu'il faut. Et voilà, ça fait du bien de lire ce genre de choses et c'est aussi très intéressant pour tout ce que ça raconte de la transidentité et comment la vivre et la faire accepter autour de soi quand c'est notre cas. Ensuite, un roman que j'ai lu il y a plusieurs années, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs précis, mais par contre j'avais vraiment aimé le sujet, je l'avais trouvé très intéressant et ça m'avait appris pas mal de choses. C'est Mutisme de Titawa Peu, donc, qui habite, alors je ne sais plus si elle habite à Tahiti, donc elle est polynésienne, mais je sais plus où exactement, mais dans Mutisme, elle s'inspire donc de tout un tas de choses réelles. Elle écrit une fiction, mais c'est vraiment hyper collé à la réalité. Elle décrit donc des personnages qui vivent je crois que c'est à Papeete, dans une société en crise, en mutation, où le souvenir des essais nucléaires décidés par Chirac dans le Pacifique est encore très présent et est encore une source de douleur et de colère et d'incompréhension dans la population. Et on va suivre une bande de jeunes qui essaient de vivre un peu sa vie, de se sortir un peu de la misère, mais dans un contexte qui leur est pas très favorable, où la population est toujours un peu sur les nerfs, il suffirait d'un rien pour mettre le feu aux poudres. Donc voilà, ça parle alors Tahiti me semble, ça parle de Tahiti aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant parce que ça a beau faire partie des territoires français, en fait c'est hyper loin et à moins de s'y intéresser vraiment en profondeur, on a quand même pas mal de clichés sur la Polynésie, le sable blanc, machin, les vaïnés et tout, mais c'est vraiment qu'un aspect de la carte postale. Et là, elle nous parle vraiment de l'autre aspect, plus sombre en fait, de la misère, d'une certaine jeunesse qui a du mal à avoir un échappatoire, qui a du mal à se projeter, et puis aussi des blessures qui ont fragilisé cette société. Donc ça, c'était hyper intéressant. Un deuxième témoignage pareil, j'ai trouvé très intéressant, mais dans un tout autre sujet, c'est Par le fil je t'ai cousu de Faouzia Zouari, où elle raconte son enfance dans un petit village de Tunisie rurale, à un moment où la société est un peu dans une phase de mutation aussi. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Donc les Français se sont retirés et dans la population, il y a une partie des gens qui se disent c'était bien quand il y avait une présence comme ça étrangère, ça permettait d'avoir des échanges culturels, machin, ça enrichissait tout le monde, enfin bref, ça amenait une certaine modernité. Et une autre frange de la population qui est vraiment contente d'être débarrassée de cette présence française et voilà, qui ne veut plus en entendre parler et en fait ne voyait pas d'avantage à cette présence. Et Faouzia Zouari, c'est la première fille de sa famille à avoir accédé aux études supérieures. Elle a des grandes sœurs, mais qui, elles, n'ont pas eu cette chance. Et elle a des frères qui, en fait, elle va beaucoup nous parler de son éducation et de son enfance. Où l'éducation était hyper genrée, en fait, où ses frères avaient le droit de faire un maximum de bruit, de courir dans la rue, d'être hyper présent, hyper bruyant, et où les filles devaient se recroqueviller, être bien sages, bien gentilles. Et donc elle nous parle de justement la période avant le fait qu'elle ait pu faire ses études. Et voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je ne viens pas de Tunisie, je connais pas très bien cette société, donc c'est toujours passionnant de se plonger dans la vie des autres. Mon petit dernier, c'est l'un de mes livres favoris de tous les temps, Wild de Cheryl Strayed, que j'ai ici en édition anglaise, mais qui a été traduit en français depuis Belle Lurette. C'est absolument merveilleux. C'est l'histoire donc de Cheryl Strayed, c'est un témoignage, qui raconte que quand elle avait 20 ans, elle a perdu sa mère, et sa mère c'était le socle de sa vie, c'était son pilier. À partir de là, elle n'a pas du tout réussi à faire son deuil dans un premier temps, et elle s'est enfoncée dans une spirale autodestructrice. Elle a flingué son mariage, sa vie professionnelle, elle s'est mise à prendre des drogues, enfin bref, gros chaos. Et en fait, le seul échappatoire qu'elle a trouvé pour juste se mettre un coup de pied au cul et reprendre goût à la vie, ça a été de se confronter à une épreuve ultra intense, ultra difficile, ultra demandante.
Et elle est partie en voyage toute seule. Elle a fait une randonnée de la frontière canadienne à la frontière mexicaine, sans vraiment d'expérience de la randonnée, avec un sac qui pesait énormément de poids sur ses épaules. D'ailleurs, la première fois, tout premier jour où elle veut commencer cette randonnée, où elle met les lanières de son sac sur ses épaules, elle peut même pas le soulever. Enfin, voilà, elle vit comme ça des trucs enfin, vraiment extrêmes et hallucinants qui vont vraiment la bouleverser et lui redonner l'élan dont elle avait besoin pour vivre. C'est vraiment, enfin moi Cheryl Strayed, c'est une des femmes que j'admire le plus au monde et ce livre est absolument incroyable. Vraiment, je vous encourage 1000 fois à le lire, à l'offrir, c'est ultra inspirant. Voilà, j'adore, vraiment, j'adore. Ensuite, alors on fait le lien. Cheryl Strayed peut rentrer là-dedans, mais je l'ai mis dans une catégorie à part. Si on vous demande des livres en lien avec la nature, alors ça peut être pas mal de trucs. J'en ai sélectionné 3 parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc le premier, c'est un essai que j'ai trouvé vraiment passionnant, hyper inspirant. Ça s'appelle Méfiez-vous des femmes qui marchent de Annabelle Abbs. Et c'est un essai qui va parler de plusieurs femmes artistes, donc peintres, sculptrices, écrivaines ou philosophes. Là sur la couverture, ils nous disent Simone de Beauvoir, Georgia O'Keeffe, Daphné du Maurier, mais il y en a d'autres. Je crois qu'elle parle de 6 ou 7 figures féminines qui ont trouvé dans le voyage en solitaire et très souvent à pied, il semble le plus souvent à pied, un espace de respiration, d'émancipation, de liberté et de créativité qu'elle n'avait pas en restant chez elle, en se restreignant dans un espace clos, dans leur atelier ou dans l'espace aussi familial ou de couple. Et en fait, c'est vraiment... Quand vous lisez ce livre, vous n'avez qu'une envie, c'est de filer à Decathlon, d'acheter du matériel et de programmer votre propre randonnée en solo, tellement sa façon de parler du voyage, des bienfaits du voyage, de tout ce que ça ouvre dans la tête, voilà, tellement moi ça m'a transportée, j'ai vraiment adoré découvrir les épisodes des vies de ces femmes qui sont pas forcément les plus connues. Et par exemple, toute la partie sur Simone de Beauvoir, je ne savais pas que Simone de Beauvoir avait accordé autant d'importance au voyage en solo et que ça avait été aussi important dans sa vie. Mais voilà, il y en a plein d'autres et vraiment, ça, vous n'avez qu'une envie après, c'est de partir en voyage également. Donc ça, à recommander évidemment pour n'importe qui aimerait la nature, les grands espaces, la marche. Ensuite, un roman. Ça s'appelle Sauvagine de Gabrielle Filtoshiba, qui est québécoise, et on va suivre une garde-chasse qui est passionnée aussi par la défense du vivant, la nature, les animaux, etc., mais qui travaille dans un périmètre beaucoup trop grand pour elle toute seule. Le gouvernement ne semble pas se préoccuper de lui donner plus de moyens, et donc elle essaie vraiment de faire le maximum, mais en sachant que il y aura des ratés parce que elle n'a pas du tout les moyens de mener à bien sa mission. Elle vit dans une petite caravane avec sa chienne au milieu des bois, elle n'a pas du tout envie de se mêler aux hommes dans les villes, etc. Elle en a soupé en fait, elle a assez donné. Et un jour, elle va se rendre compte que dans son périmètre sévit un braconnier qui a l'air vraiment de n'en faire qu'à sa tête et de se prendre pour le roi de la forêt, au mépris de tous les règlements et donc bien sûr au mépris de son travail à elle. Et elle va décider de l'attraper parce que vraiment le massacre dont il est responsable est insupportable à ses yeux. Et donc elle va se mettre à le traquer, à essayer de le retrouver et de lui faire payer. Sauf que lui sait où elle habite. Et donc lui aussi pourrait bien décider de la traquer. Voilà, donc ça c'est à la fois pour les amoureux des grands espaces de la nature, mais aussi du suspense, parce qu'il y a un petit côté thriller là-dedans. Et enfin, le troisième s'appelle Hors d'atteinte de Marcia Burnier. C'est celle qui avait écrit Les Orageuses. Et dans Hors d'atteinte, on va suivre une femme qui se réfugie dans les Pyrénées, dans une petite cabane, après une histoire de couple violente et douloureuse, dont elle essaie de se remettre, mais elle en sort très affaiblie avec plus aucune confiance en elle. Et en fait, c'est au rapport, dans son rapport avec la montagne, avec la nature sauvage, qu'elle va retrouver petit à petit un petit peu de force et se remettre à croire en elle-même. Donc c'est un roman qui fait du bien et dans lequel la nature et la montagne ont une énorme importance.
On va passer aux essais, parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup. Je les ai mis là. Alors, je vais vous présenter quelques essais sur des sujets un peu divers et variés. Donc, si jamais il y a quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à ces sujets-là, ça peut faire des super cadeaux de Noël. Le premier, c'est L'esprit de l'athéisme de Comte Sponville. Moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant puisque ça parle de la spiritualité en montrant que spiritualité, religion, foi en un ou plusieurs dieux, c'est pas tout à fait la même chose et que, par exemple, on peut mener une vie spirituelle ultra riche sans croire en aucun dieu, par exemple. Il montre aussi qu'on peut avoir une attitude, par exemple chrétienne, sans être réellement chrétien, c'est-à-dire sans suivre les rites chrétiens. Ça s'applique à d'autres religions, hein, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une réflexion que je trouve très intéressante parce que effectivement, on peut avoir tendance un peu à tout mélanger et à se dire que la spiritualité, une vie religieuse, c'est pas pour nous si on est athée. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, moi c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, donc je me suis pas mal retrouvée dans ces réflexions. Et c'était très agréable, en plus il a vraiment une plume très claire avec voilà, des exemples précis, enfin, c'est facile à lire, c'est très accessible, tout en étant voilà, assez profond dans la réflexion. Ce livre-là, je l'aime beaucoup, ça fait partie des essais féministes qui sont devenus des références pour moi et donc que je conseille énormément, Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Dans cet essai, Olivia Gazalet va remonter assez loin dans plusieurs périodes historiques, dans plusieurs parties du monde, pour nous montrer que, en fait, le sexisme, le patriarcat, le virilisme, ça n'oppresse pas que la population féminine. Et qu'en fait, tout ça, c'est à la fois une oppression des hommes sur les femmes, mais aussi une oppression d'un certain groupe d'hommes sur tous les autres hommes qui ne font pas partie de leur petit club, en gros. Et en fait, c'est un livre qui est foisonnant d'arguments sourcés, intelligents, pour en gros répondre à tout ce que pourrait vous dire votre tonton sexiste à Noël qui vous fait lever les yeux au ciel. Vous avez réponse à presque tout une fois que vous avez lu ce livre-là. Donc c'est à la fois une super arme pour avoir des arguments, pour discuter de ces questions-là, et puis c'est assez complet dans le sens où on va de la Grèce antique jusqu'à nos jours en palliant pas mal d'aspects de cette oppression patriarcale. Donc voilà, ça vraiment c'est top, c'est une des grosses références. Nos puissantes amitiés d'Alice Rebaud, c'est un livre sur l'amitié, et il n'y en a pas tant que ça, donc j'ai été ravie de le lire, je l'ai trouvé super intéressant. Alors ça se base surtout sur l'amitié féminine, en montrant que en fait c'est vraiment de tout temps un espace de liberté, de respiration, de sororité bienveillante, qui parfois nous permet d'être un peu plus nous-mêmes, de nous sentir un peu plus puissantes, un peu plus libérées, un peu plus émancipées que le couple qui est pourtant mis en avant comme la relation la plus souhaitable, celle qui rend notre vie la plus épanouie, celle sans qui nous ne sommes pas complètes. Et en fait, Alice Rebaud montre que l'amitié, c'est une relation, un type de relation tout aussi important, si ce n'est plus important, dans le sens où elle est aussi elle est beaucoup moins enfermante en fait, elle est beaucoup moins sujette à tout un tas de contraintes, encore une fois contraintes imposées par la société, par ce qu'elle veut imposer sur les relations hommes-femmes, sur le rôle de chacun, etc. Donc c'est une belle réflexion, très intéressante, et puis à la fin de ce livre en fait vous avez envie d'appeler vos amis, donc ça c'est un peu chouette aussi, ça fait chaud au cœur, et donc voilà, à offrir à vos amis, sans modération. Ensuite, un sujet, malheureusement, on va dire, très très d'actualité. Il y a plein d'autres essais de ce type en ce moment. J'ai choisi celui-là parce que c'est celui que j'ai, mais vous allez trouver pas mal de choses. Là, c'est vraiment de l'actualité assez brûlante. Donc c'est L'ère de la post-vérité de Michael Lenné. Comment les algorithmes changent notre rapport à la réalité. J'ai pas forcément besoin de m'étaler trop parce que le titre parle de lui-même. On va parler de fake news, on va parler d'algorithmes, on va parler de comment la réalité, la vérité devient un truc complètement dilué en fait, assez difficile finalement à
à reconnaître, à faire reconnaître la valeur dans un monde de plus en plus dispersé, où l'information est manipulée dans tous les sens et où l'intelligence artificielle risque de la menacer encore plus. Donc voilà, ça permet de réfléchir à ça, et bah, c'est jamais du temps perdu, hein, vu les temps vers lesquels on s'avance, ça va être indispensable d'être un petit peu préparé à ça. Et le dernier que je suis en train de lire, comme vous le voyez, grosse bête, j'ai pas tout à fait fini, hein, donc voilà, ça va me prendre un certain temps, mais j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Ça s'appelle Attachement de Charles Stepanov. Lui, c'est un anthropologue qui a passé pas mal de temps en Sibérie et Mongolie, je sais plus, et qui s'est pas mal intéressé au chamanisme dans de précédents ouvrages. Et dans celui-ci, comment résumer ça ? Pour l'instant, de ce que j'ai lu et compris, le cœur de ce livre, c'est de réfléchir à comment notre rapport avec notre environnement, mais vraiment de façon très très large, les autres êtres vivants, les autres espèces, qu'elles soient minérales, végétales, animales, comment ces liens d'attachement ou de non-attachement à ces autres êtres vivants façonnent nos modèles de société, mais aussi comment nos modèles de société façonnent ces liens. En fait, c'est voilà, un truc dans les deux sens. Vraiment, je saurais pas vous le résumer mieux que ça. Si le sujet, là, comme ça, avec le peu que je vous en ai dit, vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner plus en amont. Mais pour l'instant, je trouve que c'est très intéressant, et il y a pas mal d'exemples de justement de rapports de peuples dans plein de parties du monde à par exemple une plante en particulier, un arbre en particulier, un animal en particulier, qui sont vraiment très différents de notre rapport à nous, par exemple, là je parle en France, mais des choses que nous on connaît pas du tout. Ou alors qui se sont faits mais dans un passé assez lointain et enfin, avec lequel on a complètement perdu le lien. Et bah, c'est hyper intéressant, parfois même c'est assez drôle, enfin, y a des anecdotes qui sont assez rigolotes, assez saugrenues, mais vraiment pour l'instant assez passionnant, et une plume très accessible. C'est pareil, ça peut faire un peu peur, hein, vu l'épaisseur du livre, mais vraiment tout est compréhensible, il n'y a pas de difficulté particulière pour peu qu'on y passe un petit moment. Et j'ai fait une petite dernière catégorie pour mon plaisir, c'est un cadeau pour votre pote militant. Bon, évidemment, dans cette chaîne, il n'y aura pas de présentation du dernier Sarko et du dernier Zemmour, j'en suis pas désolée. Donc, premier cadeau pour votre pote militant, Paresse pour tous, qui est un roman / essai, c'est un peu les deux. On va suivre un économiste qui a reçu le prix Nobel d'économie pour son dernier ouvrage et qui cherche son prochain sujet. Et donc il se dit, mais tiens, la paresse, c'est intéressant. Les loisirs, le temps libre, quelle place ça a dans la société, et donc il décide d'en faire son prochain sujet. Son entourage, ses amis, ses collaborateurs se disent, mais attends, il y a une expérience à faire là, faut aller jusqu'au bout, tu vas te présenter aux prochaines présidentielles sur un programme basé sur la paresse. Et on va voir si ça séduit les foules, on va voir jusqu'où tu vas. Et donc c'est ce qu'il va faire, et on va le voir justement préparer sa campagne, préparer les interviews, faire des plateaux télé, les face-à-face avec les autres candidats, ses propres réflexions sur tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que y a des extraits de certains essais qui ont été écrits à plusieurs époques, où des penseurs se sont déjà intéressés au sujet de la paresse et de la place des loisirs dans la société. Donc en plus ça donne plein de références. Moi perso, j'ai adoré lire ce livre parce que c'est une société qui me fait un peu rêver, et j'aimerais bien qu'il se présente, j'aimerais bien voter pour ce type de programme. On verra. Ensuite, dans la foule, aux éditions Grévis, une manif dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Le titre parle de lui-même, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer, donc ça c'est à la fois un cadeau original et qui va faire sourire vos potes militants. Moi j'adore les livres dont vous êtes le héros, je trouve que c'est des lectures hyper ludiques. Si vous ne connaissez pas le principe, donc vous avez des petits paragraphes qui se présentent comme ça. Vous avez au tout début, vous avez une situation initiale, et on va vous demander, selon ce qui arrive à votre personnage, de choisir l'option A, l'option B, l'option C, et selon ce que vous choisissez, vous allez aller au paragraphe indiqué. Donc en plus c'est un livre qui se relit, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choix tout le temps, et ça c'est des lectures qui sont très drôles et très agréables.
Dans le même principe, mais en BD, j'ai sélectionné Le Royaume aux 1000 réformes, une lutte sociale dont vous êtes le héros. Vraiment, ça me fait poiler. Ce principe, cet ouvrage, cette BD m'a énormément fait rire. Les illustrations m'ont beaucoup fait rire. En fait, c'est des illustrations de vieilles BD américaines où les images ont été découpées, remaniées. Un petit peu le principe de la classe américaine en film, si vous voyez de quoi je parle. Ce film constitué de plein d'extraits de vieux films américains qui ont tous été redécoupés, recollés dans tous les sens pour donner une histoire totalement loufoque. Là, c'est un peu le principe. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc c'est une BD où on vous propose d'incarner des personnages dans un monde féodal et vous allez décider si vous souhaitez participer à la grande révolution pour renverser le féodalisme ou si vous allez plutôt être un collaborateur qui va dénoncer les autres. C'est hyper drôle, c'est complètement débile, il y a beaucoup de moments hyper loufoques. Ouais, voilà, moi ça me fait trop marrer et je trouve que c'est un cadeau absolument parfait pour vos potes militants. Et voilà, donc on a 46 idées cadeaux ici, j'espère qu'il y en a certaines qui vous auront plu et qui vous donnent envie de les offrir ou de vous y intéresser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et du coup je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais des gros bisous. Salut!